grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le dimanche 4 août, le Mali annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine en réaction avec effet immédiat. Une décision prise en réaction à l'implication des services de renseignement ukrainiens dans l'attaque contre l'armée à Tinzawaten au nord du pays. Vendredi 9 août, les autorités ordonnent à l'ambassadeur de Suède de quitter le pays. Cela après que le ministre suédois de la coopération au Mali a déclaré que la Suède ne peut pas continuer à accorder son aide au Mali alors que ce dernier soutient la Russie contre l'Ukraine. Comment comprendre ces nouvelles tensions diplomatiques? Comment les circonscrire? Faut-il craindre une extension ou une externalisation du conflit russo-ukrainien en Afrique? Quel peut être l'apport des organisations ou pays africains face à la situation? Nous en parlons aujourd'hui dans ce grand dialogue avec nos invités. Bakabini Keïta, il est analyste politique, Dr Ngolo Diarra, spécialiste des relations internationales, et Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Une première question à tous les trois. Je commence par vous, Bakabini. Quelle lecture faites-vous de cette montée de fièvre entre le Mali et ces pays comme l'Ukraine et la Suède? Merci pour m'avoir donné la parole. Permettez-moi de saluer les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Saluer également mes co-débatteurs, mes collègues Keïta et Diarra. La fièvre, elle était là. Hein. Elle était là. Et je pense qu'elle se précise davantage, ou elle prend de l'ampleur. Sinon, on savait que... Je crois que le premier à le dire, c'est le président Amadou Toumani Touré, que la guerre que le Mali est en train de subir, que c'est pas une petite guerre, c'est un complot international. Il l'avait dit, et que face à ça, il faut l'implication en tout cas de tous les pays de la sous-région au-delà. Et je pense qu'à l'époque, il n'avait pas été très bien compris. Et aujourd'hui, effectivement, je crois que les choses se précisent de plus en plus. De plus en plus, les gens comprennent que ce n'est pas une simple guerre contre des gens qui se battent au nom de la religion, mais c'est une toute autre guerre. Et cette guerre, je crois que c'est des puissances qui se battent pour le contrôle des ressources, en tout cas du Sahel. Et de plus en plus, ces puissances veulent assumer. Donc, pendant longtemps, elles se sont cachées derrière la lutte contre le terrorisme. Elles se sont cachées derrière les rébellions, mais de plus en plus avec le nom de l'Ukraine, l'inscription désormais du nom de l'Ukraine dans cette crise, à mon avis, indique le fait que les puissances veulent assumer. Parce que qui parle de l'Ukraine aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de traverser, évidemment, voit la main de l'OTAN. Et qui dit l'OTAN, c'est d'abord la France, l'Angleterre, mais c'est avant tout les États-Unis. Alors, Souleymane Keïta, vous êtes également enseignant-chercheur. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Bakabini que vraiment ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est là depuis très longtemps et maintenant c'est juste que les gens sont en train de se déclarer officiellement? Merci, M. Gadjigo. Permettez que je m'associe aux salutations déjà formulées par Dr Bakabini Keïta à l'endroit des auditeurs et des co-débatteurs. Alors, nous sommes dans une logique de redistribution des cartes de la géopolitique mondiale avec la crise russo-ukrainienne, la guerre russo-ukrainienne.
les camps se sont formés. Des blocs, on revient à l'existence de l'époque des blocs. Bloc soviétique contre bloc de l'Ouest. Nous sommes effectivement dans la même logique. D'un côté, il y a la Russie et ses alliés, de l'autre, il y a l'Ukraine et l'OTAN derrière. Alors, ce qui se joue chez nous et ailleurs, dans d'autres régions du monde, c'est que c'est les masques qui tombent maintenant. Ce que Dr Bakabini avait dit, effectivement, les gens commencent à se découvrir. Pendant longtemps, la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre des rébellions se font et se défont dans tel ou tel pays, sans que l'on dise ouvertement à un certain niveau de l'État, au sommet de l'État, que c'est telle ou telle puissance qui se trouve derrière ces manifestations de rébellion ou de djihadisme. Aujourd'hui, notre diplomatie le dit très ouvertement. Et d'autres diplomaties le disent. Parce que ce qui s'est quand même passé à Tinzaouaten, c'est d'abord les Ukrainiens, des officiels ukrainiens qui se sont prononcés et qui ont dit ce qu'ils ont fait. C'est aussi un ambassadeur ukrainien dans un pays voisin, en l'occurrence au Sénégal, qui a fait des déclarations. Donc le Mali est absolument en droit de prendre les mesures qu'il a prises. Et vous voyez, dès l'instant que le Mali annonce la rupture des relations avec l'Ukraine, avec l'effet immédiat, tout de suite, la Suède se propose aussi d'aller dans le même sens avec le Mali. Et quelle est la logique qui se cache derrière ce que la Suède dit? C'est d'abord, on arrête l'aide au développement. Justement, ça doit rappeler quelque chose, l'aide au développement, la menace de l'aide au développement. C'est d'abord le discours de la bolle. Quand on parlait de l'ouverture démocratique, en 90, à Bâle, c'est exactement ce que Mitterrand dit. Ou on va vers l'ouverture démocratique, ou bien l'aide publique au développement sera coupée. Donc c'est une menace permanente, comme l'épée de Damoclès sur la tête de nos pays. Donc nous sommes en droit d'être dans une logique de réaffirmation de soi. Et quand on prend cette option-là, forcément, ça va faire grincer des dents. D'accord. Ngolo Diarra, docteur Ngolo Diarra, vous êtes enseignant, chercheur, mais spécialiste également des relations internationales. Vous êtes auteur de ce bouquin, L'état du Mali entre le conflit armé séparatiste et la guerre contre le terrorisme, projet pour déraciner. Alors, vous, en tant que spécialiste des relations internationales, est-ce que vous avez la même lecture de cette tension, entre guillemets, subite entre le Mali et certains pays européens qu'on a vus ces derniers jours? Ok, merci pour l'invitation. Mes salutations à ces deux éminents frères Keïta, professeurs de spécialistes en philosophie politique, des éminents professeurs. Vraiment merci pour l'invitation. D'abord, je m'associe à vous pour vraiment condamner cet acte agressif contre notre pays dans un vraiment cadre de violence totale du droit international. Une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. Alors pour revenir à la question, c'était prévisible. Je me suis intéressé à ces conflits armés au Sahel en présentant une thèse de doctorat, en faisant des écrits sur là-dessus. C'était prévisible que la guerre qui oppose Moscou et Kiev se transporte chez nous. Vous savez, il y a plus de 12 ans que le pays fait face aux groupes politico-militaires et aux groupes armés séparatistes et des groupes terroristes. Et il y avait eu des tentatives de gestion multilatérale avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Et cette mission, ça a
créé, c'est devenu des fiascos entre Bamako et New York. Et finalement, à la recherche d'autres alternatives, Bamako met sur cale l'axe Bamako-Moscou. Et ce qui s'est passé à Tizi-Ouzou, c'est les conséquences de l'axe Bamako, c'est les conséquences d'axe Bamako-Moscou. Et voilà, on assume aussi. Alors, c'est des choses qui étaient quand même prévisibles, on voyait ça venir. Alors, c'est de travailler sur... Vous voulez dire que parce qu'il y a eu un rapprochement entre le Mali et la Moscou, Russie, en diplomatie, c'est ce qui a fait que les forces ukrainiennes ont, selon le porte-parole du renseignement, ont appuyé les groupes rebelles et terroristes contre l'armée. Tout à fait. En diplomatie, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, c'est clair. Les règles sont très claires. Voilà. Donc, c'est le conséquent de l'axe Bamako-Moscou. Et puis, voilà, nous allons en tirer vraiment ces conséquences. Bon, c'est pour dire que vous êtes... et là, déjà, et comme M. Keïta, les frères Keïta ont eu à dire, il faut quand même comprendre que, effectivement, l'autre côté de l'hémisphère nord n'est pas prêt à laisser cette importante richesse du Sahel tomber dans les mains de Moscou. Et les renseignements dont l'Ukraine en parle, vous savez, c'est pas, le service des renseignements ukrainien n'est pas aussi fort que ça pour démanteler tout ça. Ça veut dire qu'ils ont eu des soutiens de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'organisation des traités nord-atlantiques. Vous savez, c'est au lendemain de tout ça, lorsque Niamey a demandé aux éléments stationnés à Agadez de la force de l'Africom des États-Unis d'Amérique de quitter. Alors, il y a une éradication, évidemment, de l'Africom en la matière. On sait bien également que l'OTAN est en train de renforcer ses positions voilà, dans certains pays voisins. Et ça, c'est une réalité. Mais tout ça là, pour combattre Moscou, partout où Moscou met ses pieds, il faut aller le combattre. Ok, tout est parti de la sortie du porte-parole du service de renseignement ukrainien, qui a affirmé que les services de renseignement auraient appuyé, en tout cas participé à cette attaque de Tinzaouaten, Bakabini Keïta. En relations internationales, en diplomatie, est-ce que de telles sorties est permise, qu'un pays, en tout cas, affiche son soutien, sinon son aide à des groupes armés, rebelles ou terroristes? Est-ce que c'est permis? Oui, bon, enfin, ce n'est pas permis si nous sommes des amis. Mais si c'est dans un bras de fer, donc dans un conflit d'intérêts, si on veut assumer pleinement sa stature, et bien entendu, maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas l'Ukraine qu'il faut voir dans cette affaire, même si effectivement, c'est des Ukrainiens. Et d'abord à travers le porte-parole du service de renseignement, ensuite l'ambassadeur au Sénégal, qui sont sortis faire des déclarations. Mais vous savez très bien, si l'Ukraine était aussi forte que ça, et je pense qu'elle aurait pu neutraliser la Russie. Et elle n'aura pas besoin également de l'aide des pays de l'OTAN, les États-Unis, l'aide non seulement l'aide financière, mais aussi l'aide en équipement militaire, en munitions, mais également même l'aide en ressources humaines. Donc les pays européens, en disant notamment, si vous vous rappelez des récentes déclarations, certaines déclarations récentes du président français qui menaçait d'envoyer des troupes en Ukraine. Il faudrait savoir que déjà les troupes sont déjà sur place. Donc si l'Ukraine était aussi forte que ça, et je crois qu'elle n'aura pas besoin de l'appui militaire de la France et autres. Mais pourquoi sous-estimer l'Ukraine quand on sait que
Tinzaouaten n'est pas le premier combat sur le sol africain où les forces ukrainiennes sont soupçonnées d'avoir participé, puisqu'on parle du Soudan aussi. Elle serait présente au Soudan aussi pour appuyer l'un des camps qui se battent là-bas pour le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Ukraine aussi a cette possibilité de venir appuyer des groupes rebelles au Mali pour faire face à la Russie, comme ils l'ont dit? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Au lieu de... Selon vous, il faut voir au-delà de l'Ukraine. Oui, au-delà, c'est ce que je suis en train de dire. Que c'est, au fait, l'Ukraine, le nom de l'Ukraine, c'est vraiment un écran. C'est simplement un écran. Ce n'est pas l'Ukraine, mais c'est une image. Et l'image, c'est qui alors? Je dis bien, c'est l'OTAN. Moi, je l'ai dit clairement et je l'assume. Quand je dis l'OTAN, il s'agit de la France, il s'agit de l'Angleterre, de l'Europe de manière générale, mais surtout aussi des États-Unis. Parce que c'est leurs intérêts qui sont menacés sur nos territoires. Et donc, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'en attaquant Tinzaouaten nous a fait oublier Kidal. Alors qu'en réalité, en attaquant Tinzaouaten, c'est Kidal qui est visé. Et en visant Kidal, c'est pour déstabiliser le Mali. Mais ce n'est pas le Mali qui est déstabilisé et qu'on cherche à déstabiliser. Mais c'est toute l'AES qu'on cherche à déstabiliser à partir de Tinzaouaten. Pourquoi on veut déstabiliser l'AES à partir de Tinzaouaten? C'est que ce que symbolise Tinzaouaten avec la mort de certains instructeurs russes et peut-être l'arrestation de certains d'entre eux, je n'en sais pas grand-chose, c'est pour faire douter les pays de l'AES, mais pas, quand je dis les pays de l'AES, c'est les populations de l'AES, effectivement, de ce que la Russie peut apporter à ces trois pays. Et donc, les dissuader de persévérer effectivement dans leur logique de se maintenir contre la CEDEAO. Donc, si vous voulez, de mettre en mal la CEDEAO, parce que quand l'AES existe, c'est une menace pour la CEDEAO. Et si la CEDEAO se trouve menacée, c'est bien entendu les intérêts de l'Europe et de l'OTAN qui sont menacés. D'accord. Alors, je le disais tantôt, c'est le porte-parole des renseignements ukrainiens qui a fait la déclaration. Et en réaction, les autorités maliennes ont décidé de rompre. Vous trois, vous avez estimé ici que la décision n'était pas, en tout cas, disproportionnée, c'était à la hauteur de la déclaration. Mais quand on regarde le cas de la Suède aussi, on peut dire que ça a été la même mesure, Monsieur Keïta, docteur Keïta. Merci. Je voudrais revenir sur la précédente question. Est-ce que c'est autorisé dans les relations internationales qu'un pays soutienne une rébellion ou des organisations terroristes? Oui, à découvert. Ce n'est pas légal, mais c'est autorisé, c'est possible, je veux dire. Dans la mesure où aucune rébellion, aucune organisation djihadiste ne peut prospérer dans un pays si elle n'est pas adossée à une autre puissance. Mais de façon officieuse quand même. Ah oui, de façon officieuse. Si elle n'est pas adossée, ce n'est pas possible. Il faut avoir une base arrière. Ce que l'Ukraine a fait, pourquoi on ne voit pas que l'Ukraine... Pourquoi on s'est dit qu'il faut aller au-delà de l'Ukraine? L'Ukraine, c'est une sorte de porte-étendard. L'Ukraine n'a pas suffisamment de force pour s'exporter. Parce que déjà, on sait comment les gens sont enrôlés de force. Si vous êtes dans une tranche d'âge, d'ailleurs on a élargi la tranche d'âge, être enrôlé et envoyé au front en Ukraine. Ça dit à quel point ils sont en manque de ressources maintenant. Alors, la question de la Suède. Vous savez, la Suède était sur le départ déjà. La Suède partait. Tout à fait. À la fin de l'année, c'était fini. Jusqu'en décembre, c'était fini. C'est là où on serait tenté de dire que voilà, on a tiré sur un corbillard, puisque la Suède avait déjà annoncé son départ en décembre. Non, on n'a pas tiré sur un corbillard. Oui. Parce que dans les relations internationales, Dr Diarra est là en tant que spécialiste, les mots ont leur sens. Les actes symboliques ont leur sens. La Suède aussi aurait pu se retenir de faire cette déclaration. Dans quel but
elle qui est déjà en train de partir petit à petit, les missions diplomatiques vont être fermées, avec ou sans la crise ukrainienne. La Suède devait partir. Ça a commencé depuis le coup d'État au Mali. En 2000, la Suède a commencé à faire des déclarations. Donc elle aurait pu s'y retenir. Mais si malgré tout elle dit, puisque vous soutenez, vous êtes avec la Russie, et la Russie est en guerre contre l'Ukraine, moi je ne peux plus vous octroyer l'aide au développement. Donc je ferme les robinets. Est-ce qu'elle ne cherchait pas peut-être une excuse pour justifier son départ? Non, la Suède a largement justifié. Oui. C'est documenté. Oui. Les raisons pour lesquelles elle ne peut plus continuer à exister au Mali. C'est documenté. Oui. Maintenant, cet effet d'annonce, le fait de dire, puisque vous êtes avec la Russie est en guerre contre l'Ukraine, et nous soutenons l'Ukraine, donc nous ne pouvons pas continuer à vous donner de l'argent. Le Mali dit, mais partez immédiatement. C'est ce que je disais dans la précédente intervention. La menace de l'aide au développement est l'épée de Damoclès qui est sur la tête de tous les pays dits PPTE, notamment dans notre sous-région. Dès l'instant que vous voulez vous affirmer ou vous réaffirmer, dès l'instant que vous voulez, on va utiliser les termes, être souverain, c'est-à-dire que vous voulez parler à la première personne du singulier, c'est la menace qui arrive, l'aide au développement. Alors, on peut évaluer la portée des aides au développement de différents pays. Et je crois qu'il est arrivé un moment où notre pays doit faire cette évaluation-là. L'aide au développement de tel ou tel pays, c'est dans quel secteur? Et, en gros, ça apporte quoi? Surtout que les aides au développement sont conditionnées, orientées. De façon sectorielle, c'est orienté. Celui qui donne ordonne l'utilisation de son argent. Ce n'est pas comme si on venait déverser de l'argent dans le trésor public. Tout à fait. Voilà. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est un conflit entre l'OTAN et la Russie qu'on essaye de transporter ici sur notre territoire. Aujourd'hui, on a vu la Suède est partie, l'Ukraine, les relations sont rompues. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à d'autres pays de l'Union européenne ou bien d'autres pays, en tout cas alliés de l'OTAN, à suivre la même démarche? Docteur Keïta, je reste avec vous. Ce n'est pas exclu que d'autres pays partent. Avec les relations sont très froides déjà avec notre partenaire privilégié qui est la France. Les relations diplomatiques sont en froid. Avec les États-Unis, ce n'est pas plus chaud. Donc, il peut y avoir des pays qui peuvent dire bon, nous ne sommes plus d'accord avec la politique que vous faites. Le Mali a été très clair depuis ce qu'on a appelé la rectification, le changement. C'est-à-dire qu'il y a 3 principes sur lesquels nous allons travailler. Celui qui n'est pas d'accord sur les 3 principes est prié de partir. C'est très clair, c'est la logique de notre diplomatie. Les 3 principes, il faut les respecter. Celui qui ne peut pas les respecter, il est prié de partir. Tous ceux qui peuvent, le Premier ministre l'a rappelé lors de l'arrivée de Sonko, dit le Mali est prêt, l'AIS est prête à être avec tout le monde. Mais il y a des préalables. Donc, s'il y a des pays qui ne peuvent pas accepter ces préalables, ils partiront. Mais d'autres viendront. Parce que le conflit qui se joue sur nous... Mais est-ce que cette décision-là ne peut pas être de leçon aussi pour ces pays, peut-être qui veulent faire la même chose, de ces pays alliés de l'OTAN ou proches de l'OTAN? Le fait qu'on a renvoyé l'ambassadeur, on a rompu nos relations, est-ce que ça ne pourrait pas les dissuader aussi? Je crois que maintenant, on nous comprend de mieux en mieux. Parce qu'on sait que ce n'est pas des décisions qu'on va prendre à la légère. Et des pays, après la guerre, ou même pendant la guerre, des pays vont négocier de façon bilatérale leurs relations avec le Mali. Ce que j'allais dire, le conflit qui se joue chez nous, pour le comprendre, comme tous les conflits d'ailleurs, c'est autour des ressources, de leur contrôle et de leur gestion. Il n'y a jamais de guerre dans un pays sans ressources. Ça n'a jamais existé, ni dans l'histoire, ni aujourd'hui. D'accord. Ce qui se joue,
c'est le contrôle et la gestion. Les pays, les puissances se sont donné des précarés. Dans tous les pays, dans tous les continents, les puissances se sont donné des précarés. Voir des précarés qui commencent à échapper à telle ou telle puissance et qui risquent de tomber entre les mains d'autres puissances hostiles, j'ai envie de dire, c'est une guerre de survie. C'est à la fois notre survie et aussi, surtout, la survie des anciens partenaires. D'accord. Docteur Ngolo Diarra, le Mali a promis de saisir les juridictions compétentes pour le cas de l'Ukraine. Dans ce cas de figure, quelles peuvent être les institutions, sinon les juridictions que le pays peut saisir? Si c'était avéré que, c'est vrai que le porte-parole des renseignements a affirmé qu'ils ont participé, mais l'Ukraine, dans son communiqué, n'a pas démenti ni confirmé son implication dans l'attaque de Tinzaouaten. Si c'était avéré, quelles sont les juridictions que le Mali peut saisir? L'Ukraine, le communiqué des autorités ukrainiennes, c'est très clair. Ils ont répondu, ils ont dit, voilà, donc la Russie, ceci, c'est là, voilà, faire des trucs, mais ils ne regrettent pas par rapport à ce qui s'est passé, et que, voilà, ils étaient là depuis au moment de la décolonisation en aidant l'Afrique et que la Russie n'a rien fait. Bon, ça c'est le commentaire. Pour revenir à votre question technique, vous avez posé des questions de droit maintenant, et c'est scientifique. Vous savez, ici, en tout cas dans la conduite des cercles des officiers au niveau du droit international, il n'y a pas eu de violation du droit international par Bamako. Bamako a toujours respecté le droit international. Alors, que dit le droit international? Vous êtes un État victime d'une agression, que ce soit l'agression terroriste séparatiste avec leurs alliés. Alors, la gestion multilatérale échec. Le pays a décidé, au nom de l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies qui parle de la légitime défense individuelle ou collective, fait appel au risque. Alors, c'est cet appel qui a été qualifié de la part de certaines puissances occidentales en disant que Bamako a utilisé les mercenaires. Le terme mercenaire a été ajouté pour peut-être chercher des prétextes contre Bamako, mais qu'à cela ne tienne, il y a eu trop de débats autour de là-dessus. J'ai intervenu, mais Wagner soit, comment dirais-je là, mercenaire ou pas, ce que les autorités russes sont très claires, ces sociétés payent ses impôts à l'État russe, c'est reconnu. Alors que le Mali est victime d'une agression, il peut, au nom de la légitime défense individuelle ou collective, le Mali a le droit international l'accorde à chercher tous les partenaires nécessaires pour faire face et défendre son intégrité territoriale. Il n'y a pas eu de violation de droit international. C'est en réalité seulement des qualifications. Et quel autre prétexte est utilisé? Dire que bon, voilà, les séparatistes Touaregs sont persécutés, etc. Ça c'est une violation vraiment du droit international, d'ailleurs, que les Nations Unies avaient eu à faire en s'interposant entre Bamako et les groupes armés séparatistes, et que le Mali, c'est membre des Nations Unies depuis 1960. Alors donc, en réalité, la MINUSMA ne devrait pas vraiment s'interposer pour défendre le groupe politico-militaire ou bien demander le groupe politico-militaire faire. Maintenant, pour revenir à la question, c'est très simple. C'est très simple. En droit international, c'est seulement la Cour internationale de justice, donc, qui est habilitée à traiter les différends qui naissent entre États, les différends interétatiques. Alors, il y a deux possibilités. Alors, si l'État ukrainien reconnaît ça et que Bamako a des preuves, c'est de saisir la Cour internationale de justice par rapport à ça. Ce n'est pas seulement que le cas de l'Ukraine. Toutes les preuves que Bamako dispose contre Paris, soutenir les groupes armés terroristes, bon, ils ont l'habitude de communiquer sur là-dessus en disant qu'on a porté plainte au Conseil de sécurité. Ce n'est pas le lieu. Si vous êtes victime de cette situation, alors c'est la Cour internationale de justice qui doit être saisie. Mais si c'est l'élément-ci, il y a un seul élément ou bien des éléments ukrainiens qui ont fait cela, alors très grave, donc Bamako peut saisir la CPI. Si c'est pour viser un individu qui a vraiment commis des crimes relevant du statut de Rome. Mais des différends qui opposent entre les États, c'est la Cour internationale de justice, l'organe juridique des Nations Unies qui peut régler ça et Bamako peut saisir. Le fait de dire que, bon, voilà, est-ce qu'il y aura la recevabilité de plainte ou pas, il y a ce qu'on appelle la présomption de licéité de l'autorité gouvernementale, qui soit évidemment venir
termine par un coup d'État ou bien autre chose. En tout cas, c'est les autorités actuelles de Bamako. Et Bamako continue à avoir ses sièges à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et Bamako est libre de saisir un État vraiment qui lui pose d'énormes problèmes devant la Cour internationale de justice. D'accord. Alors la CEDEAO a réagi face à la situation, elle a condamné l'attaque et elle a désapprouvé toute ingérence étrangère dans la région. Est-ce que la CEDEAO peut peser de son poids pour éviter une détérioration de la situation, Bakabini? Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de revenir sur l'issue juridique donc, de la plainte du Mali. Bon, tout le monde sait qu'il y a très peu de chances que ça puisse aboutir. Pourquoi? Bon, vous savez comment les choses marchent aux Nations Unies. Ce sont les pays détenteurs donc, des droits de vote qui disposent du pouvoir. Et vous savez, nous l'avons dit ici, que derrière cette affaire de l'implication de l'Ukraine dans l'attaque de Tezawaten, qu'il y a bien des mains invisibles, et sinon même les mains sont connues, à savoir la main de l'OTAN. Et donc, celui qui doit prendre des décisions pour sanctionner... Le Conseil de sécurité n'est pas composé que de membres de l'OTAN. Oui, mais j'ai dit... Il y a la Russie aussi. Oui, j'ai dit en dernière instance... La Russie avec laquelle nous sommes partenaires depuis... Oui, mais sauf que... Oui. On laisse Bakabini finir. Ouais. Oui. Sauf que je sais que moi, je sais très bien qu'il y a la Russie qui est là, je sais très bien qu'il y a la Chine qui est là. Mais même si, la Russie et la Chine donnent leur avis favorable pour que des sanctions soient prises contre les États-Unis et plutôt contre l'Ukraine, et les États-Unis, la France, l'Angleterre, ça sent bien que c'est eux qui sont derrière l'Ukraine. Et ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. Donc ça, c'est clair. Et donc c'est pour cette raison, moi, je ne vois pas qu'il puisse avoir une issue juridique favorable pour notre pays. Par contre, il y a des effets politiques bénéfiques que le pays peut en tirer. Comme laquelle? Effets politiques au niveau d'abord de l'opinion locale de nos différents pays. Donc il y a ça. Mais également au niveau international. Et également, donc le fait que le Mali porte plainte et qu'il y ait au niveau du Conseil de sécurité des pays qui défendent cette plainte, je pense que ce n'est pas sans effet politique bénéfique pour nos pays. Et ce que je voudrais aussi... Parlant de la CEDEAO. Voilà, d'accord. Parlant de la CEDEAO, si vous voulez. Oui. Bon, écoutez... Je pense que c'est très bien de principe, c'est-à-dire que la CEDEAO a fait ça. D'abord, il faut apprécier ça, cet acte-là. Même si on sait que ça n'ira pas au-delà donc d'une simple déclaration de principe, mais oser en tout cas faire cette déclaration de principe, cette condamnation de principe de ce qui s'est passé à Tezawaten, peut-être que la création de l'AIS commence à faire ses effets. Puisque peut-être que sans l'AIS, la CEDEAO n'allait pas peut-être faire cette condamnation-là. Mais donc c'est une manière aussi de caresser effectivement les pays de l'AIS. Et surtout aujourd'hui, il y a le nouveau président du Sénégal, les nouvelles autorités du Sénégal qui espèrent un retour en tout cas des trois pays, ou en tout cas des pays de l'AES dans la CEDEAO, ce qui est très peu probable en tout cas au jour où mais quand la CEDEAO dit qu'elle désapprouve toute ingérence étrangère, est-ce que vous ne pensez pas que c'est sincère, puisqu'elle doit craindre aussi les conséquences de cette ingérence-là sur ces pays membres aussi? Bon, d'abord, je pense que il y a mon frère et ami Keïta qui l'a déjà dit, qu'aucune rébellion ne peut prospérer contre un pays dans le monde si quelque part il n'y a pas d'autres pays qui soutiennent. Et des attaques de ce genre ne peuvent pas être préparées à partir de la France, de l'Angleterre ou des États-Unis. Donc ça ne peut être préparé qu'à partir des pays voisins aussi. Et donc quels sont ces pays voisins-là?
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas de pays, je ne dis pas qu'il y a des pays de la CEDEAO, mais je doute fort s'il n'y a pas de pays de la CEDEAO à partir desquels, en tout cas, j'ai entendu le président burkinabé dire qu'il y a des centres de recrutement. Oui, ça c'est ce que le président burkinabé a dit. Mais concernant l'attaque de Tinzaouaten, en tout cas, les seules autorités qui sont sorties pour déclarer officiellement qu'elles ont participé, qu'elles ont appuyé, c'est l'Ukraine. Oui. Et on n'a pas vu de pays africains ni de pays de la CEDEAO qui l'ont dit Mais je suis en train de dire qu'il y a le président burkinabé quand même qui a un service de renseignement à sa disposition. Oui, c'est une déclaration qu'il a faite quand même. Hein. Il dit qu'il a des preuves. Oui, qu'il y a à côté de lui, il y a des pays qui sont en train de recruter donc, des combattants pour déstabiliser son pays et l'AIS. Donc pour vous, il y a un lien entre ça et l'attaque de Tinzaouaten? Non, mais bien entendu, on peut faire un lien. On est libre de faire un lien ou pas entre effectivement cette déclaration et ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Donc s'il y a des combattants qui sont recrutés, on ne les recrute pas seulement pour meubler les hôtels de tel ou tel pays. On les recrute pour un objectif bien déterminé. Et l'objectif, c'est bien entendu, lui disent déstabiliser le Burkina Faso. Mais pas seulement le Burkina Faso, mais aussi l'AIS. Et donc, si quelque part, un pays de l'AES se trouve attaqué, le Mali, donc on peut effectivement faire un parallèle entre effectivement le recrutement de ces mercenaires, de ces combattants à partir de tels pays voisins du Burkina Faso et du Mali, donc pour déstabiliser le nord de notre pays. D'accord. Docteur Keïta, la condamnation de la CEDEAO, elle est sincère pour vous ou bien vous pensez que c'est juste une condamnation de principe? Est-ce que la CEDEAO n'est pas en droit aussi de s'inquiéter d'une éventuelle ingérence de pays étrangers dans la sous-région? De toute façon, il est difficile de juger de la sincérité de quelqu'un. C'est une déclaration, c'est une condamnation de principe. Je me rappelle quand il y a eu l'attaque du bateau Tombouctou, on a attendu la déclaration de la CEDEAO. Là, c'était essentiellement des civils. Il n'y en a pas eu. On a l'autre face de la question, est-ce que les pays membres de la CEDEAO ne devraient pas s'inquiéter? Évidemment que ces pays-là devraient s'inquiéter. Parce que la crise du Mali, du début des années 2010, mais l'origine n'est pas partie du Mali. Quand on parle des gens qui sont venus de la Libye avec armes et bagages, le Mali ne fait pas frontière avec la Libye. Ils sont passés par des pays. Pendant les 3, 4, 5 premières années de notre conflit, c'était un conflit essentiellement malien. Je rappelle qu'à l'époque, Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, accueillait, recevait les cadres de la rébellion. Ce n'était pas caché du tout. Le Burkina a fini par tomber dans les mêmes travers. On se rappelle encore les déclarations du président Bazoum. Le Niger est tombé là-dedans. Aujourd'hui, les mêmes crises sont en train de... Il y a un ruissellement vers les pays côtiers. Le Togo est agressé constamment. Le Bénin est agressé constamment. Donc, il n'y a pas de pays de la CEDEAO qui puisse dire nous sommes suffisamment protégés pour que cela ne devienne pas notre affaire. Maintenant que des puissances étrangères s'impliquent de façon ouverte, à visage découvert, ça doit inquiéter tout le monde. On risque d'aller à une régionalisation du conflit. Ce n'est même plus une question du Sahel seulement. C'est une régionalisation. Donc, et c'est ce que la CEDEAO aurait dû faire depuis que le conflit pouvait être encore circonscrit de façon géographique. C'était le Mali, c'était une partie du nord du Mali, avant que cela ne se métastase. Maintenant, c'est au Togo, c'est de façon continue. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre une division de la région, des pays de la région entre ces blocs, comme vous l'avez dit, hein, la Russie d'un côté, l'OTAN de l'autre, que ces pays même soient en conflit et derrière ces deux blocs-là? Vous savez, ce qui est risqué dans ce genre de situation, c'est le principe de neutralité.
si vous êtes neutre, c'est que vous défendez un camp. Parce que celui qui est dans le giron, je prends un exemple français, et que les partenaires français viennent lui demander, il dit non, moi je suis neutre, je ne soutiens personne. On sait que c'est faux, vous soutenez quelqu'un. Si vous ne pouvez pas me dire ouvertement que vous me soutenez, c'est que vous ne me soutenez pas. Donc, tel que le conflit est en train d'aller aujourd'hui, les pays sont obligés d'affirmer leur position. Aucun pays n'est suffisamment armé pour faire face à ce que nous subissons. Ce que j'ai dit au début, c'était notre problème. Aujourd'hui, ce n'est plus notre seul problème. Bon, les autorités ont décidé qu'on quitte la CEDEAO. Donc, que la CEDEAO soit sincère ou pas, l'organisation qui devait faire une déclaration forte et qui pouvait être entendue, c'était l'Union africaine. On ne l'a toujours pas entendu. Qui a brillé. Comment comprendre ce mutisme d'ailleurs? Je pose cette question à Ngolo, qui est spécialiste des relations internationales. Terminer oui, en un mot. Oui. Dites comment expliquer son mutisme. En fait, l'Union africaine est muette depuis toujours. Oui, son siège, c'est Addis Abeba. Addis Abeba a été agressé, la capitale a failli tomber. Mais les diplomates sont partis, simplement. Et l'Union africaine n'était même pas capable de protéger son propre siège, au moins par une condamnation. Donc, ce mutisme de l'Union africaine est historique. Mais pour cette fois-ci, elle aurait dû parler. Et sa voix aurait pu porter. D'accord. Docteur Ngolo Diarra, le mutisme de l'Union africaine, mais aussi des Nations unies qu'on n'a pas aussi non plus entendu sur cette question, cette tension entre le Mali et l'Ukraine. Ah oui, tout à fait. C'est des phases d'observation. Sinon, en réalité, quelque chose doit être dit. Bon, en réalité, en Afrique, c'est une situation comme ça. Et ce n'est pas une première fois. Quand les officiers de Gamal Abdel Nasser ont commencé à faire leur combat, la lutte contre l'impérialisme aigu. Alors, ça arrivait, ces situations, ça arrive. Le cas du canal de Suez, ça existait. Gamal Abdel Nasser, Modibo Keïta, ils ont parlé de non-alignement. Bon, c'était le même principe qui devrait guider l'action de l'Afrique, de l'Union africaine, mais malheureusement, c'est autre chose. On verra juste où est-ce que ce qui s'est passé au canal de Suez, Moscou va menacer. Si vous ne quittez pas, nous allons utiliser l'arme nucléaire, comme c'est passé entre Khrouchtchev et John Kennedy. Alors, en tout cas, l'Afrique doit se ressaisir pour faire face vraiment à cette histoire de lutte contre l'impérialisme aigu. On ne peut pas aller en rang dispersé, on ne peut pas gagner en rang dispersé. Il faut qu'on soit unis pour faire face. Voilà, donc, ce qui peut être dit, je vois, on est en train de nous signaler, c'est de dire à nos diplomates encore de travailler et faire énormément attention aux jets d'alliance. Il faut bien les traiter. L'état-major a été très clair. Nous allons étudier tout cela, voilà, pour arriver, voilà, à des solutions nettement définies et pour éviter, voilà, que l'Afrique ne soit pas vraiment un terrain ou l'enlacement de cette guerre. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Une question en 1 minute pour chacun. La visite du Premier ministre sénégalais, est-ce que c'est de nature à, en tout cas, ça augure de bonnes choses pour l'avenir? Est-ce qu'on peut dire que la médiation sénégalaise pourrait porter fruit dans cette tension entre l'AES et ses voisins, mais aussi qui s'étend à d'autres pays hors du continent? Bakabini Keïta. Bien. En 1 minute, puisque l'émission est finie. Oui, très bien. Donc, moi, je voudrais dire que les pays de la CEDEAO, est-ce qu'ils sont sincères ou pas? Bon, de toute façon, moi, je ne crois pas que la CEDEAO... Mais ce n'est pas ça le problème. Mais en faisant la déclaration de principe, je pense qu'il y a un effet politique recherché par les pays de la CEDEAO. D'accord. Cet effet politique recherché, c'est que de plus en plus... C'est-à-dire que la CEDEAO craint que les populations ne s'allient. Et c'est ce qu'on voit. Beaucoup de population des pays de la CEDEAO, même s'ils ne sont pas de l'AES, s'alignent derrière l'AES. La CEDEAO veut redorer son blason. Exactement. Donc il y a ça. Maintenant, deuxièmement, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a un nouveau pays. Bon, ce n'est pas pour faire plaisir aux nouvelles autorités sénégalaises, mais il y a les dirigeants du Sénégal qui viennent aussi d'arriver, donc qui ont des principes, qui ont été élus sur une base assez claire et précise. Ils ont affiché, comment dirais-je, le panafricanisme comme ligne politique. Et je pense que
peut-être aussi la déclaration de principe de la CEDEAO vient de ces autorités-là, les autorités sénégalaises. Le Sénégal a dit qu'il reste neutre dans ces conflits, même si le Premier ministre a affirmé aussi que le Sénégal personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Docteur Keïta, rapidement, votre analyse de cette visite du Premier ministre sénégalais qui vient juste quelques jours après cette sortie de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Est-ce que c'est pour rassurer? C'est pour rassurer, c'est aussi respecter une tradition entre le Mali et le Sénégal, deux pays entre lesquels il y a eu moins de tensions. Si on passe sous silence l'éclatement de la fédération. Donc c'est un pays avec lequel nous avons de très bons rapports, même si des questions sont posées depuis l'établissement des nouvelles autorités. Mais il y a aussi, comme j'ai parlé de relations bilatérales entre États, il ne faut pas oublier que le Sénégal a énormément investi dans son port. Et le Mali se trouve être le principal client du Sénégal, du port sénégalais. Donc ce n'est pas à négliger. C'est ce type de coopération que le Mali va entretenir avec tous les autres pays qui sont restés membres de la CEDEAO. D'accord. Ngolo Diarra, pour terminer rapidement. En tout cas, c'est très bien de venir à Bamako et échanger parce que c'était tendu. Il faut savoir discuter même si on est très différents parce que cette histoire entre l'Ukraine, entre Kiev et Bamako, alors donc l'ambassadeur qui en a parlé, en tout cas le Premier ministre et le président Goïta, son excellent Goïta, ils ont eu à échanger par rapport à ça pour démolir les murs d'incompréhension. C'était bien. D'accord. Merci beaucoup et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue. Merci à nos invités. Docteur Ngolo Diarra, spécialiste des relations internationales. Il est l'auteur de ce bouquin, L'état du Mali entre le conflit armé séparatiste et la guerre contre le terrorisme, projet pour déraciner. Nos deux autres invités étaient Bakabini Keïta, il est analyste politique, et Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur. Ce grand dialogue a été présenté par Sekou Gadjigo. À la mise en onde, il y avait Gagny Kanté plutôt. À la technique, il y avait Seydou Ndao et Gagny Kanté. Il va m'en vouloir, un Kanté qu'on appelle Keïta. Et merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro du grand dialogue.